On, on reçoit donc Léo Henry. Donc merci Léo d'être parmi nous. Oh, cette vidéo elle est donc faite un peu en différé, c'est un pré-enregistrement. Parce que voilà, malheureusement Léo n'avait pas la possibilité de venir en direct. Parce qu'il va être très occupé pendant les Imaginales. Il va nous expliquer tout de suite pourquoi. Et voilà, bah écoute Léo, on va te donner tout de suite la parole. Comme ça, tu peux nous dire un peu quelques mots déjà sur ton parcours et sur tes folles journées de prévues aux Imaginales. Ouais, je suis un peu Hein, désolé. C'était pas le but, c'était pas de vous snobber aux Imaginales, mais c'est juste que il y a une grande course un peu avec les festivals de la rentrée. Et voilà, j'étais à Lyon et à Aurillac et je me suis bien rendu compte que quand on est au festival, on n'arrête pas de courir d'un point à l'autre. Donc je me suis dit que c'était plus cool pour cette conversation de faire ça en amont. Voilà. Et du coup, aux Imaginales, j'y vais pour plein de trucs. J'y vais pour revoir toute l'équipe, les copines et les copains, parce que c'est quand même des grosses réunions du fandom de la SFFF. Et puis j'y vais aussi pour recevoir un prix. Donc ça, je suis assez content, parce que j'aime bien recevoir des prix. Et puis voilà, et puis aussi un peu... j'aimerais bien, on va voir si j'y arrive, je voudrais bien faire un petit point sur 20 ans de taf en fait, parce que c'est aussi ça... Enfin voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de... C'est pour quel ouvrage Ah oui, pardon, j'ai été... l'ouvrage qui a été primé, c'est Tessel, qui est un roman de fantasy, un one-shot de fantasy. Et ce qui est un peu rigolo et paradoxal en plus que ce bouquin soit primé, c'est que c'est un livre qui est sur le refus de parvenir, sur cette théorie anarchiste sur le refus de parvenir. Donc je trouve ça rigolo de recevoir un prix précisément sur un bouquin qui explique à quel point ça sert à rien de filer des prix. Enfin, surtout que c'est pas ça qu'il faut faire. Et il s'inscrit dans une trilogie Ouais, et c'est le troisième livre de... Enfin, il s'inscrit, c'est une trilogie très lâche, c'est une trilogie éditoriale en fait, et c'est trois bouquins que j'ai fait directement en poche pour Folio SF. Et donc il y avait Le Casse du Continuum, il y a eu, qui était donc un bouquin de SF, La Panse qui était un bouquin de fantastique horreur, et Tessel qui est un bouquin de fantasy. Et en fait, tu mélanges. Non, c'est pas très courant, c'est quelque chose que je me suis noté. Quelque chose qui est pas très courant, je trouve, dans ton écriture. Justement, que tu sembles mélanger science-fiction et fantasy. C'est assez rare des auteurs on va dire, qui arrivent à écrire les deux genres. Donc, comment ça se fait, en fait d'où ça te vient, en fait, ton envie d'explorer ces deux univers Ouais, alors il y a plein de réponses possibles. Il va falloir que je sélectionne une et la meilleure. La réponse blaguesque, c'est que sur ma page Wikipédia, en fait, au moment où ma page a été créée, il y a quelqu'un qui a écrit Léo Henry est auteur de fantasy. J'avais jamais écrit un seul texte de fantasy de ma vie. Et comme j'ai un énorme respect pour les travaux de Wikipédia, j'ai attendu que quelqu'un corrige, personne n'a corrigé, donc je me suis dit il fallait que je devienne un auteur de fantasy parce que sinon on avait un problème de concordance entre les informations et le réel. Donc je savais que c'était une mission qui m'était donnée. Un peu plus sérieusement, mais pas sûr, il y a aussi le fait que moi j'ai grandi. Je commence à être vieux en fait, c'est le truc dont je me rends compte, c'est-à-dire qu'on me file des prix maintenant, donc c'est quand même un signe que je suis vieux. Et du coup, moi j'ai grandi dans un univers où c'était beaucoup moins... Un univers culturel où c'était beaucoup moins fragmenté en fait. Il y avait un vrai continuum dans toutes les littératures d'imaginaire et même dans les littératures d'aventure quand j'ai grandi. Et donc du coup, pour moi, je suis autant lecteur de fantasy que de SF. Voilà. Donc j'ai tardé... Moi, je suis rentré en littérature par le fantastique, par l'Oxymore, en fait, qui était un éditeur vraiment plutôt fantastique contemporain et urban fantasy, on va dire. Enfin, c'est très grossièrement résumé, mais... Et puis ensuite, j'ai dérivé dans la SF, mais qui est aussi un genre avec lequel j'ai une relation paradoxale, enfin, j'en sais rien. Disons que je suis dans un endroit assez spécifique de la SF, qui est plus vraiment la SF poétique et métaphorique. Et voilà, et donc du coup, la fantasy, pour moi, c'était un peu inquiétant. Enfin, c'est un endroit qui me mettait mal à l'aise et qui me déstabilisait. Et puis en fait, là, c'est là que je suis en train de faire mon nid maintenant. En fait, et là, c'est la troisième réponse, mais qui serait la réponse peut-être la plus sérieuse, c'est que j'ai quand même constaté que depuis le début de la pandémie et
ça et l'immense succès des furtifs et le fait que la SF est en train de redevenir mainstream, mais un objet cool. Enfin, les furtifs et Ursula Le Guin, il y a plein de mouvements qui font que la SF est de nouveau en train de redéborder sur la culture mainstream. Et à ce moment-là, il y a, dans ce regain d'intérêt pour les formes spécifiques de la science-fiction, moi et pas mal de mes petits camarades, en fait, on s'est retrouvés en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de jouer ce rôle, enfin qu'on est très bien dans notre coin, et donc moi il y a plein de gens autour de moi qui étaient des écrivaines et des écrivains de SF qui se sont mis à faire de la fantasy, parce que c'est un endroit où on est, enfin je dis au moins où personne va venir nous chercher en nous disant ah vous êtes utile, vous êtes cool, c'est vraiment bien ce que vous faites. Voilà. Pour le coup on sait qu'on est de nouveau entre nous, entre gens qui font des trucs inutiles. Tu parlais d'échappatoire un peu, justement, de sortir un peu des sentiers battus, Ouais. Et parfois aussi d'explorer peut-être de nouvelles formes d'écriture. Et tu sembles aussi en fait, travailler sur le transmédia, Ouais. et notamment je pense au projet Sisyphus. Mm-hmm. Alors peut-être tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est Sisyphus et peut-être ce que tu essayais de travailler par le biais de ce spectacle. Je ne sais pas exactement comment tu vas le définir. Ah ouais, j'aurais même jamais pensé appeler ça un spectacle. Alors Sisyphos, c'est un objet en ligne qui est de littérature qui exploite les formes spécifiques de la littérature en ligne. Donc c'est du web. On est 4 à avoir travaillé dessus. Il y a ma copine et camarade Luvan et moi à l'écriture. Et puis on a travaillé en lien direct avec Laure Afchin, qui est donc maquettiste et graphiste, et Nicolas Chenet, qui est graphiste et codeur. Et en fait, avec ces gens, on avait déjà fait en réalité plusieurs choses en amont. Et donc Sisyphos, c'est le dernier projet dans cet archipel de projets numériques. Le projet précédent, c'était le Norn. Ouais, et puis voilà, peut-être une des approches, ce serait de faire l'historique, mais sinon je peux parler de Sisyphos, qui est, disons, l'aboutissement, la dernière chose, en tout cas chronologiquement, qu'on a faite. Et donc qui est un objet hybride, parce que c'est à la fois du documentaire et de la fiction, et puis c'est à la fois du texte et du graphisme, en sachant que tout ce qui est graphique est du texte, a été composé en mode texte. C'est une des contraintes que Nico s'est fixée, et qui est donc qu'on n'utilise que des caractères d'écriture, y compris pour faire du dessin, en fait. Et le sujet de Sisyphos, c'est un épisode singulier de la guerre civile espagnole, qui s'appelle la bataille de la cité universitaire, qui est en réalité un des lieux du siège de Madrid, qui a duré plusieurs années, et qui est un des endroits où, en gros, les armées nationalistes se sont retrouvées au contact de la population civile, des armées républicaines et de la population civile de Madrid, qui a décidé de ne pas céder, en fait. C'était une contre-révolution qui était menée par les fascistes. Et à cet endroit-là, c'est un des points entre les faubourgs ouvriers et la race campagne, où la population civile madrilène, et puis ensuite les troupes internationales, etc., les brigades internationales, sont venues s'affronter. Et donc, en partant de cette histoire-là, on a créé des fictions, et on a aussi énormément documenté ces fictions qu'on a créées. Et ces fictions qu'on a créées, étaient des fictions numériques, dans le sens où elles adoptaient chacune une mise en forme spécifique qui ne pouvait exister que sur le net. C'est donc une œuvre qui ne peut exister autrement que sur ce support-là qui est Internet. Et voilà à peu près ce qu'est Sisyphos. C'est un objet... voilà. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que même la difficulté qu'il y a à décrire l'objet est en soi intéressante, parce que je pense qu'à rebours, si on y est confronté, c'est relativement simple de comprendre de quoi il s'agit. Donc ça dénote aussi de quels sont les cadres de production dans lesquels cet objet singulier vient s'inscrire, et la difficulté qu'a les cadres de production à le saisir. Donc qui était aussi une des démarches derrière. En t'écoutant, on dirait que vous êtes allé un peu par hasard dedans. Vous n'avez pas eu de réflexion en amont sur ce que pourrait être cet objet, ce qu'il pourrait dire. Ou est-ce que dans ton usage du numérique, est-ce qu'il y a aussi quelque chose d'un peu militant? Je veux dire, est-ce qu'il y a, est-ce que tu as une manière particulière d'utiliser le numérique? Est-ce que tu veux dire quelque chose
Parce qu'il y a beaucoup justement d'écrivains qui Ouais. viennent justement plutôt des arts numériques, Ouais. qui utilisent l'objet livre, donc qui utilisent la littérature, Ouais. finalement pour passer un message. Mais leur message, il passe par la technologie et par le détournement, on va dire, de la technologie. Est-ce que toi, tu as une réflexion un peu justement sur l'objet numérique en tant bah, qu'objet qui peut faire réfléchir par sa forme? C'est ma question. Ouah, c'est chaud, euh, moi, je suis persuadé que oui. Et en même temps, le but de ces objets n'est pas de faire un statement sur la façon dont est organisé ni le numérique, ni les cadres de la littérature. Par contre, je pense que ce qu'on fait, la façon dont on le fait et l'endroit où on se positionne est en soi voilà, c'est une tentative d'occuper un terrain qui est sinon un désert en fait. Et donc peut-être je peux te faire l'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé là brièvement en sautant à cloche-pied, mais peut-être pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est que moi en gros j'ai grandi avant Internet. Et donc mes activités éditoriales c'était beaucoup du fanzina. Et le fanzina avec toutes les contraintes matérielles que ça implique, c'est-à-dire photocopie et puis diffusion-distribution très compliquée en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait ça. Et donc pour moi, les deux grandes révélations qui ont été quand j'ai découvert Internet à la fin des années 90, c'était l'accès à la connaissance, qui était un truc. Enfin, rétrospectivement, je me dis c'est complètement dingue qu'on ait oublié à quel point en fait c'était difficile d'obtenir des renseignements avant l'Internet en fait. Et donc ça c'était une espèce de vraie révolution. Et l'autre truc qui m'a fait immédiatement rêver, c'est le fait que par le numérique, la diffusion-distribution n'était plus un problème et surtout n'était plus un monopole, en fait, n'était plus entre les mains des gens qui ont les structures de diffusion-distribution. Et donc, à partir de ce moment-là, il était tout aussi facile j'en sais rien, à Microsoft ou au président de la République ou à Jean-Michel Petit-Boudu de communiquer avec l'autre bout de la planète. Là, pour le coup, c'est une révolution structurelle, en fait, de ce qui s'est passé entre les gens. Et de ça est né chez moi aussi un enthousiasme, en fait. Enfin, voilà, de me dire, mais c'est ça. Là, on a un truc vraiment incroyable pour travailler ce qu'est la littérature, c'est-à-dire le fait d'échanger des messages écrits avec des gens, en fait, ou de l'art écrit avec des gens. Et au fur et à mesure, j'ai vu aussi la façon dont ces choses se sont triées, en fait. Ce qui est rigolo, mais je m'en suis rendu compte rétrospectivement. Alors attends, comment est-ce qu'on en est arrivé à faire des projets littéraires en ligne C'est parce que c'était des discussions avec d'autres écrivaines et écrivains où on se disait, mais en fait c'est super intéressant, on n'exploite pas du tout ça. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme pour les livres papier formalistes, genre il y a eu La Maison des Feuilles, il y a eu quelques exemples comme ça de livres qui exploitaient des trucs formels et qui étaient très très compliqués à mettre en œuvre en tant qu'objet pour des raisons matérielles. Et typiquement, les contraintes qui pèsent sur la publication de La Maison des Feuilles n'existent pas en fait sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut faire un livre infini, on peut faire des pages. En fait, toutes ces contraintes matérielles qui sont liées à la production de l'objet livre disparaissent quand on est dans le numérique. Et en tant qu'artiste, on se disait, mais en fait, c'est génial. En fait. C'est-à-dire que là, il y a plein de choses qu'on pourrait aller explorer dans les modalités de la littérature. Et on arrivait tous à la conclusion que les gens nous disaient que c'est pas possible, on ne peut pas y arriver. Donc la première chose que moi je suis allé faire quand on s'est dit avec Luvan à cette époque qu'on allait faire un truc, c'est que je suis allé voir mes petits camarades éditeurs en fait. Et donc je leur ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les coûts, comment est-ce que ça marche. Et évidemment, la chaîne du livre m'a dit bah non, c'est pas possible, je dis, on n'a pas d'argent pour ça, on peut pas le rentabiliser, je veux dire, personne ne s'intéresse à ça, etc. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé chercher l'argent public, en fait. Je suis allé voir les gens qui ont de l'argent public. Et là, il y a des lignes pour le numérique, parce que le numérique, c'est cool, en théorie, enfin voilà. Et donc là, on a trouvé, en fait, en gros, des financements pour faire ces expériences-là. Donc on a fait d'abord le Norn, qui était un feuilleton fantastique, avec déjà Luvan et Laure Afchin. Et puis ensuite, on a remis ça sur Sisypho parce qu'on était sur notre lancée, et puis que ça fonctionnait, que c'était une façon très satisfaisante de faire notre boulot. Et maintenant, on est arrivé un peu à une pause de ce truc-là, parce qu'on s'est rendu compte que, certes, c'est possible de le financer, mais en fait, effectivement, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire, enfin, ça intéresse très peu de gens. Et ça intéresse très peu de gens pour plein de raisons, mais je pense qu'une des raisons, c'est parce que l'endroit où on s'est installé, c'est déjà un endroit désert, en fait. C'est-à-dire que je pense que le web, qui est cet endroit d'absolue liberté et cet endroit où on peut faire ces choses-là, en réalité, c'est une espèce de friche presque entièrement déserte. C'est-à-dire que le net a entièrement glissé sur des plateformes propriétaires
où c'est ce qu'on nous disait en fait après quand on allait voir les financiers, on disait mais oui mais là il faut faire des apps. Je fais, ouais, mais on va pas faire des apps en fait, ça va nous faire des contraintes matérielles qui nous intéressent pas et on est tout aussi disponible, etc. Et donc du coup je pense qu'il y a ce truc là en fait d'être dans un univers qui est en très grande évolution et donc politiquement moi je suis très content qu'on soit à cet endroit là parce qu'il y a un côté. Enfin, on a construit une cabane dans la ville détruite qui est le web en fait, et donc il y a des gens qui nous rejoignent et c'est cool. Enfin, moi j'ai pas non plus, j'ai pas non plus l'ambition de toucher des millions de personnes et je m'en fous que ce soit. Mais du coup, comment dire, ça nous a permis d'avoir ce regard-là sur cet endroit où on était en train de travailler, de se rendre compte que c'était pas ce qu'on croyait que c'était. Voilà. Et pardon. Voilà. Parce que justement, en termes de public. Mm-hmm. Et, alors je suis assez surpris effectivement par exemple que tu dises qu'il y a peu de finalement que ton travail soit peu vu dès qu'il est sur le numérique. Ouais. Parce que en fait j'avais vu aussi que tu faisais un autre travail sur ton site qui consiste à envoyer une nouvelle par mois. Ouais. Donc tu as tout un travail. Ouais. Et tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce travail. C'était là où je voulais en venir, mais j'ai l'impression que je monopolisais. Mais, alors, dans le même temps, je me suis... Enfin, parmi les questions que je me pose donc, sur la chaîne du livre, la production de valeur, le rapport entre les autrices et leurs lectrices, etc., en fait, à un moment, je suis arrivé à la conclusion qu'un truc que je pourrais faire, qui serait rigolo, parce que j'aime aussi l'écriture à contrainte, c'était de devenir diffuseur-distributeur, de faire un truc de circuit court, et donc de faire directement du producteur au consommateur. Et pour ça, d'utiliser un des premiers outils qui a été mis en place avec Internet, qui est l'email. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit, mais en fait, ce que je vais faire, c'est je vais faire une mailing list, et puis les gens qui veulent s'inscrivent, et puis comme ça, tous les mois, enfin je m'engage, ça c'est plutôt vis-à-vis de moi-même, je m'engage à leur envoyer un texte de fiction tous les mois, et puis j'avais dit pendant 10 ans, parce qu'il y avait un côté un peu absurde à l'époque, c'était 2013, j'ai dit jusqu'en 2023. Et voilà. Et donc du coup, je l'ai fait, je le fais tous les mois, et ça va durer jusqu'en 2023, ça s'appelle Les Nouvelles par email. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, voyons les gens qui font déjà ça, voyons ce qu'ils font, quoi. Et donc j'ai cherché, et en fait, personne ne faisait déjà ça. Et personne ne faisait déjà ça, pas parce que c'est une idée particulièrement intelligente, c'est parce que je pense pas, enfin je veux dire, c'est un truc, le mail existe depuis super longtemps et c'est très facile, mais personne ne fait déjà ça parce que ça va à l'encontre de ce qu'on imagine être la chaîne du livre, c'est-à-dire que évidemment quand je fais ça, je sors totalement aussi du circuit marchand, c'est-à-dire que c'est pas, comment dire, tout est gratuit. Donc moi je travaille gratuitement, les gens avec qui je bosse, parce que c'est aussi un super moyen que j'ai trouvé pour embringuer des gens pour bosser avec moi, et ben ils bossent gratuitement, enfin je veux dire, le business model c'est qu'il n'y en a pas, et par contre la satisfaction c'est de créer quelque chose d'autre, en fait aussi un autre rapport, du coup c'est rigolo aussi les retours que j'ai par rapport à ça, donc des fois j'en ai beaucoup, des fois j'en ai pas du tout pendant des mois ou pendant des années. Puis il y a des gens qui m'envoient des cartes postales de leurs vacances, il y a des gens qui me font des cadeaux des fois. Enfin, il y a un truc de, ah je sais pas. Ça pour moi c'est vachement chouette. Est-ce que ce qui me paraît très intéressant par rapport à cette même réflexion sur le désert du web, c'est que là depuis cet été, maintenant j'ai des problèmes avec le mail. C'est-à-dire que parmi ces outils qui étaient structurants de ce qu'était Internet, en fait c'est aussi des outils qui sont en train qui ont une espèce d'obsolescence programmée et qui sont en train de s'effondrer en fait. Et le mail, ça m'inquiète beaucoup parce que pour moi le mail c'est vraiment un truc très important. Enfin, je pense que c'est la seule chose que je garderais si je devais. Enfin, je garde Wikipédia et les mails en fait si tout Internet devait disparaître. Et le fait que, en plus, c'est le fait de Gmail. En fait, c'est le fait de quelques grosses plateformes de mail qui ont décidé qu'ils en avaient plus rien à foutre que le mail fonctionne en dehors de leur propre business. Et puis le fait aussi que les nouvelles générations passent plus du tout par le mail. Qui fait que cette technologie-là est en train qui est pourtant un des trucs les plus simples, les plus économiques en termes d'énergie, enfin les plus faciles à mettre en marche, et en train c'est à l'origine d'Internet aussi. Absolument. Le mail, oui. Et même plus vieux qu'Internet. Absolument. Plus vieux que le web, plus exactement. Tout à fait, ouais. Les mailing lists et les... Ouais, tout à fait. C'est ça qui a structuré, qui a permis... Voilà, donc ça c'est une petite inquiétude que j'ai vis-à-vis de ça, mais après... Et puis qui me fait aussi prendre la mesure de ce qui s'est passé en fait dans cette histoire. Ouais. C'est que c'est une histoire qui va vite. Et je pense que mon rapport aux outils est un rapport à la fois utopiste et puis vieillissant en fait. C'est que je pense que j'ai pas une perception claire de ce qui se passe et en même temps ça me va très bien. En fait, c'est aussi en ça que je suis en train de me rendre compte que je suis en train de devenir un vieux con. C'est-à-dire que je pense que ça c'est quand même vachement plus intéressant que de se retrouver...
que de se retrouver à faire des apps de trucs géolocalisés ou j'en sais rien. Enfin, ces choses-là m'intéressent beaucoup moins que les briques de Lego et le bricolage. Parce qu'il y avait aussi une utopie d'un truc partagé, en fait, à ce moment-là. Il y avait aussi le truc de nous, on peut le faire, enfin, même nous, on peut le faire. Et le truc d'avoir tous ces programmes propriétaires et toutes ces plateformes, c'est en gros redonner de l'autorité à des gens qu'on n'a pas choisis, quoi. Ces aspects-là, est-ce qu'on les retrouve dans tes ouvrages? Est-ce que c'est des réflexions, par exemple, que tu essayes de placer ou de conceptualiser dans certains de tes livres? Par exemple en science-fiction Ouais. Non, je crois pas que... Je crois pas que mais après, parce que moi j'ai aussi un rapport à ça, à la littérature politique qui est pas... enfin, comment dire, moi j'ai pas envie de faire des bouquins pour exposer mon point de vue, ça m'intéresse pas. Donc, par contre, enfin, comment dire, moi j'ai toujours eu l'impression, c'est peut-être une façon de me défausser de la prise de parole, hein, mais j'ai toujours eu l'impression que ce qu'il y a de plus politique dans les formes artistiques, c'est vraiment la forme, en fait, c'est-à-dire où tu te places dans le champ économique, matériellement, et puis quelle forme adoptent les œuvres que tu proposes. Et pour ça, pour moi, par exemple, ce qu'il y a de plus politique dans la littérature, c'est le langage, c'est-à-dire quelle langue tu utilises pour exprimer ce que tu exprimes. Je pense que c'est là qui se passe la vraie... qui se passe ouais, enfin, comment dire, que là-dedans, il y a quelque chose de éventuellement, potentiellement subversif, alors que si tu écris un texte dans lequel tu déplies et tu fais tes idées, en fait, tu vas juste toucher les gens qui sont déjà convaincus par ce que tu es en train de raconter, en fait. Pour moi, c'est le syndrome Ken Loach, un peu. Les gens, ils vont être d'accord avec le message de Ken Loach, mais en même temps, quand tu vas voir un film de Ken Loach, c'est que tu es déjà d'accord avec le message. Donc, la portée politique me paraît moindre que de revoir ou de repenser les formes. Par exemple, un contre-exemple, ça pourrait être Watchmen de Alan Moore. C'est-à-dire qu'il va faire un gros comique de super-héros absolument avec tout ce que cherche le lectorat de comics de super-héros, et en fait, il va totalement refaire la forme de sa narration pour faire réfléchir les gens à ce qu'ils sont en train de lire. Enfin, qu'est-ce que j'attends, Et là, j'ai un autre exemple que je balance direct dans la foulée, parce qu'on vient de traduire avec Luvan les nouvelles d'une autrice qui s'appelle Karen Joy Fowler. Le recueil s'appelle Comme ce monde est joli, et elle fait exactement ça sur une lecture féministe, principalement, mais aussi vraiment sur l'empathie, sur les limites. Et elle fait exactement ça avec ses lectrices et ses lecteurs, c'est-à-dire qu'elle met la tête dans une histoire et tu dis, ok, tu crois que il va se passer ça, il se passe pas ça, et surtout, après, non seulement il se passe pas ça, mais tu dis, mais pourquoi est-ce que j'ai cru qu'il allait se passer ça? Et du coup, c'est super fort comme façon de faire, c'est-à-dire que ça force à se poser des questions, en fait, sur quels sont nos attendus, nos préjugés, etc. Je suis allé très loin dans cette réponse, je suis désolé. Non, pas du tout, c'est vraiment passionnant, notamment l'aspect vraiment sur la forme, dans quelle mesure la forme justement est finalement porteuse de messages. Parce que mais là on revient un peu aussi sur le numérique, parce que vraiment dans ce que tu as dit avant, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est d'un côté tu as demandé des financements publics, Ouais. et c'est vrai que dans l'optique d'une institution, quand elle va donner des financements, ça va être justement en fait, pour élargir par exemple une audience, parce qu'ils ont certainement considéré que tu as la possibilité de toucher un public par exemple un peu différent par internet. Et du coup, et en même temps, on voit aussi à quel point, par la forme, même par le numérique, où il y a quand même toujours cette même difficulté. C'est-à-dire qu'on a du mal finalement à sortir de certains cadres. Et je ne sais pas si tu veux encore dire deux, trois petits mots sur cet aspect-là. On va dire vraiment sur comment essayer de toucher un public plus large. Ou est-ce que toi, tu as envie, ou tu réfléchis pas vraiment à ça, tu fais ton travail et regarde ou lis qui le souhaite? Alors sur ces projets de littérature numérique, une des toutes premières motivations que j'avais, c'était d'essayer de défricher un endroit encore blanc de la carte, en fait. Et c'était pour les petits camarades aussi, dire voilà, en fait, on dit que c'est pas possible de le faire, et faisons-le, et puis montrons que c'est possible de le faire, et puis essayons de donner envie, en fait. Il y avait cette dimension-là, c'était de donner envie aux autrices, aux auteurs de s'accaparer ces outils et d'aller voir là. Et puis il y avait certainement aussi
En fait, il y a un truc étrange avec les bouquins, avec la littérature en règle générale, c'est que c'est pérenne en fait. Il y a ce truc-là, c'est que économiquement, dans la chaîne du livre, c'est super important pour les éditrices et les éditeurs de rentabiliser les bouquins le plus vite possible, et donc qu'il y ait le maximum de presse à la sortie, etc., parce qu'il y a un turnover. Mais en même temps, l'idée même de la littérature, c'est que les bouquins restent en fait. Alors tous les bouquins restent pas, ou alors les bouquins disparaissent et puis reviennent, etc. Donc du coup, l'idée aussi de ces objets en ligne, c'est d'avoir des objets qui demeurent et puis qui trouvent des publics. Là, par exemple, sur Sisypho, on a eu, c'était à Aix-en-Provence, je crois. Il y a eu ça a été étudié en master en fait. Donc du coup, c'est super intéressant et c'est très gratifiant en fait de se rendre compte qu'on touche des publics qui étaient pas, enfin auxquels on n'avait jamais pensé. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, sur la pérennité, le Norn, qui est donc un récit de maison hantée à l'échelle d'un hôpital, etc., sur lequel on a longuement travaillé, a disparu. Et donc ça pose aussi cette question-là, en fait. Ça pose aussi cette question, a disparu suite à deux bugs techniques, enfin deux crashs techniques qui étaient l'un et l'autre inattendus, et le fait que les deux se produisent en même temps était... C'est-à-dire que le serveur est tombé et il se trouve que le disque dur sur lequel était le backup a crashé. Et donc du coup, cette œuvre-là n'existe plus. Et donc il y a aussi ce truc-là de se dire dans quelle mesure les outils sont pérennes, enfin dans quelle mesure... Après, moi je trouve ça rigolo, entre guillemets, enfin si, je trouve ça plutôt marrant que ce récit de fantôme soit devenu un récit fantôme, en fait, qu'il n'en existe plus que le souvenir des gens qui ont bossé dessus, puis les gens qui l'ont lu entre le moment où il a apparu et il a disparu. On a réfléchi brièvement à le remettre, mais en fait ça serait tellement compliqué de remettre en place que, enfin, je crois qu'on préfère travailler à avancer sur la suite, mais donc... toucher d'autres gens, j'en sais rien. Après, le truc aussi, c'est que quand on travaille dans la chaîne du livre, c'est-à-dire dans une économie capitaliste très tendue, en fait, il y a une promotion, il y a un accompagnement des gens avec lesquels tu taffes qui est lié au fait qu'eux, ils ont besoin de gagner de l'argent avec, en fait. Donc, ils ont besoin de rentabiliser les trucs. Là, les gens qui nous ont financés, en réalité, ils avaient un intérêt assez neutre, en fait. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est qu'on ait fait le boulot, et puis ensuite, donc il n'y a pas eu de leur part d'accompagnement ni d'enthousiasme, ce qui nous va assez, mais en même temps qui nous met aussi en porte-à-faux sur le rapport qu'on a avec nos partenaires. C'est-à-dire que moi j'aime bien bosser avec des éditeurs parce que du coup il se produit aussi des choses créatives avec les éditeurs. C'est-à-dire qu'eux ils ont une réflexion qui est basée sur comment est-ce qu'ils vont dégager de la survaleur avec, mais en même temps qui est aussi, du coup ils ont intérêt à ce que le texte soit le meilleur possible, voilà, que les bouquins soient beaux, etc. Là, ils avaient, enfin je veux dire, tout était cool, quoi qu'on fasse c'était cool. Donc grande liberté créative, mais en même temps c'était pas des partenariats créatifs, et donc ils nous ont aussi un peu entre ça et le fait que, et le dernier truc, c'est que nos lectorat, entre guillemets, ni à Luvan ni à moi, nous ont vraiment suivis là-dessus. C'est-à-dire que on pourrait s'attendre du fait qu'on continue à faire la littérature sous un autre moyen, que les gens qui trouvent que c'est cool la littérature qu'on fait s'intéressent à ce qu'on fait en numérique. Et en fait, c'est pas le cas. Parce que c'est d'autres objets. En fait, j'ai l'impression que les gens qui s'intéressent à la littérature numérique, c'est pas nécessairement des gens qui s'intéressent à notre littérature, en fait, ou à la littérature faite par les écrivains, mais qui s'intéressent vraiment aux formes spécifiques du numérique. Et ça, c'est ultra intéressant, mais du coup, c'est aussi, enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si on était écrivain et puis que du jour au lendemain on devient danseur, quoi. Donc le capital qu'on a accumulé en tant qu'écrivain, on l'amène pas dans de nouveaux milieux, donc on va être jugé en tant que danseur débutant. Alors ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, ni avec les nouvelles par email, ni avec 1000 saisons. Donc peut-être je peux dire un mot. Où là, en fait, les gens qui s'abonnent sont des gens qui suivent mon taf, en fait, beaucoup plus que des gens qui s'intéressent à la littérature numérique. C'est-à-dire que le potentiel succès de ces choses-là est lié au fait que je suis un écrivain, et que donc, du coup, aussi, je publie des livres chez des éditeurs, etc., et que je participe à côté à cette chaîne du livre. Okay. Et du coup, alors 1000 saisons, c'est le degré supérieur d'idiotie par rapport aux nouvelles par email, parce que les nouvelles par email, c'est quand même déjà très contraignant, c'est-à-dire que tous les mois, il faut que j'écrive et que j'envoie une nouvelle à mes abonnés. Et en fait, j'ai commencé l'an dernier à faire un feuilleton de fantasy qui s'appelle 1000 saisons, pour l'instant. Et là, par contre, j'écris un chapitre de ce vaste roman toutes les semaines. Et donc, c'est pareil, c'est le même principe, c'est une mailing list. On s'inscrit. Quand on s'inscrit, on peut avoir accès aux archives, ce qui n'est pas le cas pour les nouvelles par email. Donc, on peut rattraper le début de... Mais comment tu fais ? Désolé, je souffre. Mais... je souffre. Non, c'est une souffrance, mais c'est un plaisir aussi. Hein. Une semaine, toute l'année ? Alors, toute l'année, et puis pendant 10 ans, en fait. C'est que je me suis engagé à faire un feuilleton interminable. Voilà. Donc là, j'arrive tout doucement au dernier quart de la première année.
Ça a été hardcore. Donc je pense que l'année prochaine, je me garde 5 ou 6 semaines de vacances pour avoir des semaines où j'écris pas. Parce que là, c'était surtout les vacances qui étaient compliquées, en fait, de continuer à alimenter le truc. Mais après, c'est une expérience que moi, je trouve géniale. En termes créatifs, je trouve ça vraiment dingo parce que je le veuille ou non, je le fais. Et donc, l'histoire avance, que je le veuille ou non. C'est un truc que je fais avec mes enfants. C'est-à-dire que je le fais en premier lieu pour mes enfants. Donc, eux ils ont un peu d'avance dans l'histoire. Et donc, on lit et puis on discute ensemble. Donc, ils m'aident à avancer dans cette histoire. Et puis, j'essaie de les faire marrer avec ça. Et l'idée, c'est aussi vraiment que ça accompagne cette vie, en fait. C'est-à-dire que le récit va évoluer avec eux. Et l'idée, j'ai dit 10 ans, mais en fait, l'idée, c'est jusqu'à ce qu'ils partent de la maison. En fait, c'est un truc à faire avec eux pour les accompagner et puis pour m'accompagner. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois. En fait, c'est un truc qui est né du confinement. C'est-à-dire qu'on a passé énormément de temps ensemble à lire des bouquins de fantasy et Le Seigneur des Anneaux et Watership Down et les trucs qui me tiennent à cœur. Et il y a cet imaginaire commun qui s'est créé entre nous et voilà, c'est un truc que je fais. Mais donc, et l'idée, c'est que ça va aboutir normalement à des bouquins, touchons du bois, et que donc du coup, il y aura aussi ce truc-là un peu en mode George Martin, c'est-à-dire quand mes gamins ils suivent des séries de fantasy, ils sont super au taquet de savoir quand paraît le bouquin suivant. Et donc là, l'idée, c'est de donner accès au bouquin suivant, parce qu'il est en fabrication, en fait. C'est-à-dire que si tu veux savoir où on est dans le bouquin suivant, ben, tu te connectes, et puis tu vois où en est l'auteur, en fait, dans le bouquin suivant. Voilà. C'est un truc aussi sur la transparence du rapport entre auteur et lecteur. Ok. Sur la dernière question, Ouais, ouais. sur le site des Imaginales, j'ai aussi vu que tu étais dans un recueil de nouvelles publié Actu SF qui s'appelle Par-delà l'horizon. Tu peux nous dire un petit mot là-dessus pour conclure Ouais, bien sûr, avec grand plaisir. En fait, c'est les séries Horizon, Escale sur l'horizon, Retour sur l'horizon, qui est une espèce d'institution dans la SF française qui consiste à peu près tous les 10 ans essayer de faire un recueil étape de ce qui se fait en SF. Donc c'est à chaque fois des anthologistes différents qui contactent les autrices et les auteurs et qui leur demandent de faire des textes. Et donc on essaye, comme c'est un peu le top chef de la SF, on essaie de filer des bonnes nouvelles parce qu'on essaie de paraître bien habillé. Et moi, ce qui me fait vachement plaisir, c'est que dans mon histoire personnelle, un des moments de reconnaissance, entre guillemets, enfin un des moments où j'ai commencé à exister dans cette communauté, c'était Retour sur l'horizon, qui avait paru chez De Noël, et dans lequel la nouvelle avait été remarquée, en fait. Et donc, et ce que moi je trouve ultra chouette, c'est il s'est écoulé 10 ans, je pense, entre ces deux livres, ceux qui arrivent, et en fait, le sommet, il est très renouvelé, en fait. C'est qu'il y a énormément de jeunes autrices qui sont arrivées, et moi, je me réjouis de lire ce bouquin, parce qu'il y a plein de copines et de copains aussi, et on a échangé au moment d'écrire nos nouvelles pour ce recueil, tant avec Luvan qu'avec Laurent Klotzer, on échangeait parce qu'on essayait de se motiver et dire bon ok, qu'est-ce qu'on fait. Donc j'ai lu les nouvelles de Laurent et Luvan qui sont ultra bien et je me réjouis de lire et de découvrir les autrices que je connais pas, puis de lire les autrices qui commencent juste et dont je connais un peu déjà le boulot, parce que je trouve que c'est intéressant. Ça donne à mon avis une perspective très intéressante sur ce qui s'est passé en 10 ans de SF et ce qui est en train de devenir ce milieu-là, et pour ça je pense que c'est une étape vraiment chouette, quoi. Voilà. Donc je suis très content d'y être. Alors, merci beaucoup Léo. Oh, merci à toi. J'étais très content de pouvoir discuter avec toi. C'était vraiment super. J'espère que ça plaira aussi à nos auditeurs. Et voilà, on te souhaite de bonnes imaginales. Yes, à vous aussi, bon courage. Merci.